Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui, pour l'épisode numéro 66, nous passerons en revue la performance des marchés des capitaux pour le premier semestre de 2024. Bonne écoute! Salut James, ça va aujourd'hui? Bonjour François, ça va super bien et toi? Oui, merci. Donc, je vais commencer, mais avant de débuter notre sujet principal d'aujourd'hui, on a pensé gâter nos auditeurs réguliers avec un petit cadeau. Vous êtes tous éligibles, puis on va avoir un petit peu plus de détails là-dessus à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. Ceci dit, je vais commencer à couvrir le sujet principal d'aujourd'hui, qui est la revue des performances des marchés des capitaux pour le premier semestre de 2024. Nos auditeurs réguliers le savent qu'on aborde ce sujet 2 fois par an pour les aider à mieux comprendre et évaluer la performance de leur portefeuille. Oui, François, puis j'ajouterais pour nos auditeurs que ce qu'on va faire, c'est de passer en revue notre rapport de statistiques de marché. Fait que tous les données qu'on va partager sont tirées de ce rapport-là. Donc, j'aimerais leur rappeler que le rapport est disponible sur notre page web de Sujet Capital, dans la section des ressources, et aussi sur la page web de notre équipe sur le site de PWL Capital. Oui, effectivement, James, j'ajouterais que pour nos auditeurs qui peuvent également trouver la performance de nos portefeuilles modèles sur le site web de Sujet Capital, toujours dans la section ressources, ou directement sur la page web de notre équipe sur le site de PWL Capital. Passons maintenant à notre sujet. Si vous avez écouté notre dernier podcast numéro 65 sur la façon d'investir lorsque les marchés atteignent des nouveaux sommets historiques, vous savez que 2024 démarre sur les chapeaux des roues. Oui, effectivement, François, le premier semestre de 2024 a vraiment été excellent pour les investisseurs dans les actions. Ça fait suite à des rendements de marché très élevés en 2023, en particulier sur le marché boursier américain. Nos auditeurs se souviendront peut-être qu'en 2023, le S&P 500, donc l'indice des grandes capitalisations, a enregistré un rendement exceptionnel au cours des 2 derniers mois de 15,8 $ américains. Oui, c'est assez énorme ça. Oui, et ces bons résultats ont été obtenus en dépit d'une multitude d'incertitudes économiques et géopolitiques. Sur le plan économique, l'inflation a continué d'être supérieure au niveau de confort des banques centrales. Les taux d'intérêt sont restés élevés plus longtemps et éventuellement, ces taux élevés prolongés risqueront d'avoir un impact négatif sur l'activité économique. Les experts du marché spéculent sur la perspective d'un atterrissage en douceur et même d'une récession. Mais malgré toutes ces craintes, François, le taux de croissance des produits intérieurs bruts sont toujours positifs, que ce soit au Canada, dans la zone euro, au Royaume-Uni, et même encore plus fort aux États-Unis, qui a eu la meilleure croissance depuis la fin de la pandémie. Sur le plan géopolitique, les incertitudes persistent. La Russie est toujours en guerre contre l'Ukraine et c'est vraiment triste. Et le conflit entre l'Israël et la Palestine perdure encore. On assiste également à une fragmentation géopolitique croissante. De plus en plus, les pays développés veulent s'allier contre la Chine géopolitiquement. Évidemment, cette situation s'intensifie entre les superpuissances, la Chine et les États-Unis. En plus, il y a eu des élections avec des enjeux importants sur le plan politique dans des pays majeurs comme le Royaume-Uni où il y a un changement de gouvernement. En France où ça a été polarisé. À Taïwan qui s'inquiète toujours des gestes militaires posés par la Chine. Et finalement en Inde. Fait que, en fait, plus près de chez nous, on est bombardé dans les médias par les développements dans la campagne électorale américaine, puis ça bat son plein, et avec des hauts et des bas absolument incroyables. Donc, on voit qu'aux États-Unis, en se basant sur les médias et les propos des politiciens, les États se semblent très, très polarisés, et donc l'issue est vraiment incertaine. Oui, oui.
Ouais, James, comme toujours, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, mais comme le dicton populaire à Wall Street, les marchés haussiers ont escaladé un mur d'inquiétude ou en anglais, The bull market has climbed the wall of worry. Ceci dit, il y a quand même eu des bonnes nouvelles sur le front économique. Taux d'inflation ont baissé dans le monde entier, ce qui a permis à certaines banques centrales de commencer à réduire leur taux d'intérêt. Au Canada, le taux d'inflation est passé de 3,4 en décembre à 2,7 en juin et la Banque du Canada a ramené son taux directeur récemment de 4,75 à 4,5 donc c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis, le taux d'inflation a également diminué, passant de 3,4 à 3 mais la Réserve fédérale n'a pas encore réduit son taux cible qui reste actuellement à 5,5 J'ajouterais à tout ça, François, qu'en ce qui concerne l'inflation aux États-Unis, il semble que la Réserve fédérale soit désormais beaucoup plus proche de réduire ses taux directeurs. Si on se fie aux dernières nouvelles concernant les taux d'inflation aux États-Unis. Au début de l'année, on s'attendait, en fait, les marchés s'attendaient que la Fed réduise ses taux à plusieurs reprises au cours de l'année. Mais lors de la dernière réunion, il semblerait que les propos de la Fed, c'est qu'ils ne réduiraient que peut-être seulement une seule fois cette année. Fait que ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ailleurs dans le monde, les nouvelles concernant l'inflation, de façon générale, se sont améliorées. L'inflation semble sous contrôle, passant de 2,9 à 2,5 dans la zone euro, de 4 à 2 dans le Royaume-Uni. Puis cette baisse d'inflation dans la zone euro a vraiment incité la Banque centrale européenne à réduire ses taux de 4 à 3,75 Oui. Je pense, James, qu'on peut dire que les taux d'inflation sont sous contrôle et qu'ils sont proches des objectifs de 2 des banques centrales. On peut également ajouter que les banques centrales sont passées d'un effort coordonné au niveau mondial pour lutter contre l'inflation en augmentant rapidement les taux à une phase de réduction des taux qui sera peut-être plus sporadique et interminante, qui va refléter les situations économiques en vigueur dans chaque marché national. Ben, tu as parfaitement raison, François. Moi, je ne suis pas économiste, mais je pense que les banques centrales ajusteront les taux en fonction de ce qui se passe dans leur propre zone, leur propre pays. Donc, les données économiques sont suivies de près. Mais tout ceci, je crois que les banques centrales vraiment ont fait un très bon travail pour combattre l'inflation de façon générale. Oui, effectivement. Maintenant, on va examiner les statistiques de marché pour le premier semestre de 2024. À titre de rappel, là, nos statistiques de marché peuvent être consultées sur le site web de Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site web de PWL Capital. On va aussi fournir un lien pour les statistiques de marché avec le podcast. Donc, je vais commencer avec le revenu fixe. Les rendements au Canada et aux États-Unis restent bien supérieurs au rendement moyen des 20 dernières années. Au Canada, le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement canadien s'élevait à 3,5 au 30 juin, soit 100 points de base au-dessus de la moyenne des 20 dernières années, qui est 2,5 Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'élevait le 30 juin à 4,4 soit 140 points de base au-dessus de la moyenne des 20 dernières années, qui est 3 Oui, mais François, étant donné que les rendements en intérêt sont supérieurs à la moyenne des 20 dernières années et que l'inflation revient à des niveaux que les banques centrales trouvent acceptables, je pense que le moment est bien choisi pour que nos auditeurs réfléchissent à leur allocation en obligations. Je dis ça parce que les taux étaient tellement bas à partir de la 2008, la crise financière, beaucoup d'investisseurs ont augmenté dans le temps leur exposition aux actifs plus risqués pour accroître leur rendement. Maintenant que les taux se sont, entre guillemets, là, normalisés, puis on en parle souvent depuis 1 an et demi dans notre podcast, et quand même, il faut ajouter à tout ça que les actions, les indices ont très, très bien performé. Le moment est peut-être venu de réduire le risque du portefeuille. Cette décision, par contre, ne serait pas une décision tactique. Ça serait, c'est-à-dire une décision court terme, mais plutôt une décision stratégique à long terme.
Oui, je pense que pour être plus précis, James, ce n'est pas un conseil de market timing que tu donnes. Tout à fait. Pour être plus précis encore, je pense que tu proposes que les investisseurs revoient leur capacité à prendre des risques et qu'ils profitent des taux d'intérêt beaucoup plus favorables pour réduire le risque dans leur portefeuille. Tout à fait d'accord avec toi, François. Surtout si on considère l'extraordinaire, j'ai mentionné tantôt, l'extraordinaire performance des marchés boursiers depuis septembre 2022. Je crois que les investisseurs devraient se poser la question simple de comment ils réagiraient lors du prochain marché baissier. Donc, un vrai bear market, moins 20, moins 25%. Puis on ne peut pas prédire ça. Personne ne peut le prédire. C'est prédire la psychologie de marché. Si vous pensez pouvoir maintenir le cap, donc il n'y a peut-être pas raison de changer. Si par contre, vous pensez, hey, j'ai besoin d'avoir une allocation qui va être plus sécure, qui va maintenir sa valeur dans cette crise-là, mais c'est peut-être le moment de le faire. Encore une fois, c'est une réflexion qui, le temps, là, c'est approprié de le faire. Pour revenir à la performance des obligations, les obligations canadiennes à court terme étaient en hausse de 1,6% au 30 juin et le marché obligataire total, qui détient des échéances plus longues, était en baisse de 0,4% en raison d'une légère augmentation des rendements des obligations à plus long terme. Il faut se rappeler que le rendement et les prix des obligations évoluent dans des directions opposées. Au cours de la dernière année, les obligations canadiennes à court terme ont également surpassé les obligations à plus long terme avec une performance de 5,6% contre 3,7% pour le marché obligataire total. Mais François, je pense qu'il faudrait aussi souligner que les investisseurs ont perdu de l'argent sur leurs obligations au cours des 5 dernières années. C'est quand même phénoménal. On ne s'attend pas à ça avec notre panier sécure. Sur notre page de statistiques de marché, on peut voir l'impact de la baisse historique en 2022. On se rappelle, l'indice universel au Canada avait perdu plus de 11%. Et on n'a pas vu ça depuis 100 ans. Le marché obligataire total canadien a enregistré un rendement négatif sur ces 5 années de moins 0,05%. Puis ça, c'est en l'inflation. Fait que quand on constate l'inflation pendant cette période est environ 3,4% par an, les investisseurs sur une base de rendement réel ont vraiment perdu beaucoup de sous sur une base réelle. Oui, exactement, James. Mais encore une fois, ces rendements sont pour le marché obligataire total canadien qui détient des obligations à plus longue échéance qui ont été plus impactées par les fortes hausses des taux d'intérêt. Pour les investisseurs comme nous qui utilisent des obligations à court terme, donc avec des échéances de 1 à 5 ans, le rendement annuel au cours des 5 dernières années a été de 1,4%. OK, François, ça fait le tour de ce qui s'est passé sur le marché obligataire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché des actions? Si on regarde le marché des actions dans le monde entier, tous les principaux indices qu'on suit ont enregistré des rendements positifs importants au cours du premier semestre. J'ajouterais à ça, François, comme on l'a mentionné dans notre dernier podcast, plusieurs indices ont atteint des nouveaux sommets historiques. C'était particulièrement vrai du côté des États-Unis avec l'indice du S&P 500. Cet indice a atteint un nombre incroyable, François, 31 nouveaux records historiques au cours du premier semestre. Fait que d'autres marchés mondiaux, comme l'indice composé du S&P TSX au Canada et l'indice international des pays développés, le MSCI EAFE, ont également atteint des nouveaux records depuis le début de l'année. Oui, effectivement, James, le seul indice principal qu'on suit qui n'a pas atteint de nouveau record cette année, c'est l'indice MSCI des marchés émergents. Oui, mais ce serait peut-être bon de souligner que cet indice vraiment a subi l'impact de la mauvaise performance des actions chinoises au cours des 3 dernières années. Les actions chinoises représentent maintenant environ 25% de l'indice MSCI des marchés émergents. Bon, leurs poids ont vraiment pesé sur l'indice. Je soulignerais en plus que les actions chinoises ont perdu 42% de leur valeur par rapport à leur sommet historique. Oui, effectivement. Pour en venir aux actions canadiennes, James, l'indice S&P TSX Composite a augmenté de 6,1% au premier semestre. Les actions de croissance de grande et moyenne capitalisation ont mené le bal avec une performance de 7,4% contre 4,7% pour les actions de valeur à grande et moyenne capitalisation.
Les actions à petite capitalisation ont surpassé les actions à grande capitalisation au cours de la période avec une performance de 9,3 %, donc très bonne performance de ce côté-là. Au cours de l'année passée, le rendement total de l'indice composé S&P TSX a été de 12,1 %, ce qui est considérablement plus élevé que les rendements espérés à long terme là, que PWL produit. Là. Maintenant, François, peux-tu nous dire ce qui s'est passé du côté des actions américaines? Ben James, comme tu l'as dit, les actions américaines ont eu des rendements exceptionnels au cours du premier semestre de l'année. L'indice S&P 500 a connu son 13e meilleur début d'année depuis 1950. Puis je répète, comme tu l'as mentionné, il a atteint plusieurs nouveaux records historiques. Si on examine les détails maintenant, l'indice du marché total américain, ce qui inclut des titres de moyenne et de petite capitalisation en plus des grandes, a enregistré une solide performance de 13,6 %. Ça, c'est en dollars américains. En dollars canadiens, la performance était de 17,2 %. La différence de performance est due au fait que le dollar canadien a perdu du terrain par rapport au billet vert au cours de la période. Si vous avez suivi les manchettes, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation ont enregistré une performance extraordinaire en date du 30 juin de 24,6 %. Ça, c'est en dollars canadiens, contre seulement 10,1 % pour les actions de valeur à grande et moyenne capitalisation. Maintenant, les actions à petite capitalisation ont sous-performé leurs homologues à grande capitalisation avec une performance assez faible de 5,1 %. Maintenant, au cours des 12 derniers mois, la performance de l'indice du marché total américain est encore meilleure avec une performance en dollars canadiens de 24,2 %. Donc, c'est assez fort comme performance. J'ajouterais à ça, François, puis comme nos auditeurs réguliers le savent, cette performance est principalement due aux actions technologiques liées à l'intelligence artificielle. Selon Morningstar, en fait, 62 % de la performance du premier semestre est due à seulement 7 titres. Alphabet, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia et maintenant Broadcom. C'est plus le cas avec Tesla, on a remplacé avec Broadcom. Donc, c'est incroyable. Oui, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé en 2023 où ces mêmes stocks, les Magnificent Seven, ont dominé le marché. Au début de l'année, on espérait que la reprise s'étendrait au-delà des titres de technologie à grande capitalisation, mais il semble que ce n'est pas encore le cas. Ceci dit, James, si nos auditeurs consultent notre page de statistiques de marché, ils vont constater que les actions de valeur à grande et moyenne capitalisation continuent de produire quand même des rendements qui sont très décents. Leur performance peut sembler faible comparée à celle des actions de croissance, mais au cours de la dernière année, en date du 30 juin, elles ont tout de même donné un rendement de 16,8 % en dollars canadiens et au cours de la dernière décennie, un rendement de près de 11 % par an. C'est vraiment des très bons rendements. Cependant, ça semble faible si on compare aux performances exceptionnelles des actions de croissance à grande et moyenne capitalisation qui ont rapporté 37,8 % de rendement au cours de la dernière année et 19,3 % de rendement pour la dernière décennie. Donc, c'est vraiment les actions de croissance de grande et moyenne capitalisation là, qui surperforment vraiment tout le marché, toutes les autres catégories d'actifs. Bah, c'est pas de surprise là, François. Donc, je suis d'accord avec tes propos. Si on regarde les estimations PWL pour les rendements espérés à long terme, ces performances récentes des actions de croissance à grande et moyenne capitalisation sont tout à fait hors normes. On doit se demander combien de temps cette surperformance va durer. Les médias financiers, donc le bruit là, qu'on entend, il répète ce que les analystes affirment. Les niveaux de valorisation sont trop élevés et ces titres sont susceptibles de subir une correction importante. Mais personne ne peut savoir exactement quand la correction va arriver. Puis tu l'as dit, en début d'année, on a vu 2023, c'est les Magnificent Seven, mais il y a 7 grands stocks encore qui génèrent 62 %
du marché. Fait que c'est... Ouais, on ne peut pas prédire, James, mais on peut quand même se poser la question là, après 37,8% de rendement sur un an, et voilà. 19,3% lors de la dernière décennie, il y a lieu de se poser des questions combien de temps encore ça peut durer. Et je suis d'accord là-dessus. Enfin, en ce qui concerne les actions internationales des pays développés, les actions à grande et moyenne capitalisation ont également augmenté depuis le début de l'année de 11,1%. Ça, c'est en monnaie locale. En dollars canadiens, elles ont augmenté de 8,8%, étant donné que le dollar canadien s'est apprécié par rapport à l'ensemble des devises inclus dans le MSCI EAFE. Là encore, les actions de croissance à grande et moyenne capitalisation ont surpassé les actions de valeur, mais d'une moindre mesure, avec une performance de 9,7% en dollars canadiens contre 7,9% pour les actions de valeur à grande et moyenne capitalisation. Les actions à petite capitalisation sont toutefois à la traîne comparativement à leurs homologues à grande et moyenne capitalisation, avec une performance encore moindre de 3,8%. En conclusion, les actions des marchés émergents ont également bien performé avec une performance de 11,2% depuis le début de l'année. Et comme pour les marchés développés, les actions de valeur et petite capitalisation ont moins bien fait que leurs homologues de croissance et de grande capitalisation. Mais François, pour moi, c'est assez clair. Les investisseurs, en se fiant sur ces statistiques de marché, il y a lieu de faire une réflexion sur leur exposition aux actions de croissance à grande et moyenne capitalisation aux États-Unis. Ceci dit, je recommande à nos auditeurs de se méfier d'une des erreurs cognitives les plus courantes commises par les investisseurs, à savoir le biais de récurrence. Il s'agit de tendance à vouloir accorder trop d'importance au rendement récent, ce qui conduit les investisseurs à dévier de leur plan d'investissement à long terme. Donc, gardez tout ça en tête lorsqu'on va passer en revue nos portefeuilles. Je suis tout à fait d'accord avec toi, James. Les tendances du marché évoluent avec le temps. Ces dernières années, les actions de croissance américaines ont vraiment surperformé. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Les investisseurs doivent rester disciplinés et respecter leur plan d'investissement à long terme qui est basé sur leurs objectifs. Il ne faut pas qu'ils se laissent distraire par les dernières tendances du marché. Les investisseurs doivent aussi rester diversifiés à l'échelle mondiale. Là, c'est les actions américaines qui ont super bien performé, mieux que les actions internationales et canadiennes. Il faut que les investisseurs continuent de s'exposer à des primes de marché qui ont fait leurs preuves académiquement, comme les actions à petite capitalisation et les actions de valeur. Pour l'instant, ils sous-performent, mais on ne sait jamais quand le vent va tourner. Sur ce, merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Donc, avant de conclure l'épisode, comme promis, on a une surprise pour nos auditeurs. On a des billets pour le tournoi de tennis Omnium Banque Nationale à Montréal qu'on aimerait offrir. Les billets disponibles sont pour les séances de qualification du lundi 5 août à partir de 11h. Donc, c'est vraiment un bel événement. Si vous n'êtes pas allé, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez nous envoyer un email à sujetcapital@pwlcapital.com. C'est premier arrivé, premier servi. Alors, dépêchez-vous. Nous avons 4 paires de billets avec des laissez-passer pour le stationnement à distribuer. Et maintenant, c'est tout pour ce 66e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez votre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 25 septembre. On prend une petite pause estivale. Entre-temps, n'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!